Donc je vous propose de passer rapidement sur Geomap, qui est une compagnie en fait qui a un petit peu plus de 10 ans d'existence, qui est une compagnie complètement québécoise. Et on est 9 personnes et en fait à partir de lundi on sera même 10 personnes à Saint-Bruno de Montarville, donc une dizaine d'employés, principalement en fait des intervenants au niveau technique, chargés de projet et développeurs. Geomap Canada, donc Geomap GIS America est partenaire du groupe Geomap, qui est un groupe d'origine française, qui intervient au niveau international et qui compte pas loin d'une centaine de personnes à travers le monde. Geomap est un éditeur de logiciels initialement, mais est aussi distributeur de logiciels. Donc on a cette double connaissance, cette double compétence sur quand on fait un logiciel, les développements, les problématiques qu'on peut rencontrer sur les logiciels. On fait aussi bien sûr tout ce qui est implantation et formation au niveau de l'architecture, ingénierie, construction, GIS, les municipalités, transport, télécommunications, ainsi que le facilities management, qu'on appelle aussi gestion immobilière, gestion de patrimoine. Donc Geomap, en fait, on va retrouver très souvent de la gestion de données qui fait notre force, notre expertise, avec par exemple des informations sur les réseaux de chaussées, de voiries de certaines municipalités, les installations existantes au niveau de parcs ou de choses comme ça. Des évaluations foncières pour tout ce qui est les logiciels aussi d'urbanisme, gestion de permis et autres. Transport en commun, avec certaines CIT sur toute la gestion des flottes, d'horaires, de parcours, etc. Et aussi au niveau de la gestion immobilière, donc occupation des locaux, gestion de déménagement, d'emplacement, etc. On a par exemple des clients comme le Los Angeles Unified School District qui représente en fait, pour lequel on gère 14 000 bâtiments, voilà, au niveau de données, d'occupants, de typologie de locaux, etc. Donc les services de Geomap, on voit c'est beaucoup de consultations, planification, définition de besoins. On a vraiment une expertise d'accompagner nos clients à travers des solutions souvent personnalisées, comme je disais, des solutions qui vont aller vers le transport, vers la gestion immobilière, etc. Je passe rapidement là-dessus. Après, c'est quand même pas mal classique quand on est éditeur de logiciels ou fournisseur aussi, distributeur de logiciels. On fournit forcément de l'intégration, de l'implantation, formation, installation, support technique. Bon, je pense beaucoup de choses que vous comprenez, que vous connaissez déjà. Au niveau des partenariats, des certifications, bien sûr, Autodesk au niveau de tout ce qui est les produits architecture, ingénierie, construction. On est agréé par la Commission des partenaires du marché du travail pour tout ce qui concerne le volet formation. On est partenaire, surtout commanditaire du groupe BIM Québec. On est distributeur officiel de FM System, qui est la solution préconisée et partenaire d'Autodesk pour le BIM et le FM, qui fera l'objet d'une autre présentation. On est distributeur certifié sur tout ce qui est Oracle, Business Objects, M-Files. Donc là, on va vraiment toucher à tout ce qui est la documentation, les bases de données. Et puis, on distribue aussi des logiciels Transoft, CADSoft pour certains de nos clients. Alors, un petit rappel, je ne sais pas si vous avez pu visionner la vidéo en attendant sur YouTube. Donc vous allez sur Geomap YouTube et puis vous verrez il y a une vidéo Autodesk sur le BIM au niveau de l'infrastructure. C'est pas mal en lien en fait avec ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, puisque le BIM est quelque chose de quand même assez global et vraiment en fort déploiement dans le monde du bâtiment, de la conception. Voilà pour la présentation, j'espère que ça n'a pas été trop long, donc on va passer maintenant sur le volet BIM. Alors déjà le BIM, qu'est-ce que c'est? Il y a déjà le BIM interne versus le BIM collaboratif. Le BIM interne, c'est l'étape préalable, c'est un prérequis pour aller ensuite vers du BIM collaboratif. Le BIM au sens large du terme, on prend des informations sur un bâtiment, ce sont des maquettes numériques en fait qui vont pouvoir s'assembler pour prendre toute la donnée, faciliter la prise de décision, la simulation, la performance énergétique, depuis le début, donc depuis les premières esquisses, jusqu'à la maintenance du bâtiment, je dirais même au-delà, jusqu'à parfois des recyclages aussi au niveau du bâtiment. C'est ce qu'on appelle aussi, ça touche à la conception intégrée, c'est issu d'autres secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, où on fait beaucoup de virtuels, de simulations, de maquettes numériques avant de déjà prendre des décisions, des choix arbitrés, et puis aussi lancer parfois des fabrications.
ça permet de mieux préparer ça. Pour le bâtiment, c'est le même principe. On va anticiper des problématiques en prenant des données pour mieux travailler, mieux concevoir, mieux arbitrer, mieux simuler, mieux voir les coûts et les problématiques, mieux organiser son projet de conception de bâtiment. Donc derrière le BIM, en fait, donc je pense que tout le monde connaissait déjà beaucoup de monde connaissait déjà ce schéma Autodesk. Il y a 3 lettres, donc les acronymes c'est bien. Le problème c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière. Donc le B, est-ce qu'on parle de bâtiment ou de construction? Le I, oui c'est d'information, mais de quelle information est-ce qu'on parle? Et puis le M, c'est selon les cas, on parle de modèle, de modélisation. C'est soit des résultats en fait, donc des modèles 3D ou des modèles virtuels, mais il y a aussi la modélisation. C'est comment est-ce qu'on va concevoir ce modèle virtuel, donc ça fait appel aussi à des processus de modélisation. Donc on va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui de ce qui existe, mais il y a beaucoup de protocoles ou de procédés qui existent, de processus qui existent pour aider à la mise en place d'un BIM interne puis collaboratif. On en verra quelques-uns aujourd'hui, mais pour information, quand on parle de modélisation, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on modélise, quel est le type de BIM qu'on fait. Alors si on prend l'état de l'Ohio aux États, par exemple, ils ont défini dans un protocole BIM 4 types de BIM, qui va du plus simple, du plus épuré jusqu'au plus compliqué, où là on fait rentrer toutes les mécaniques du bâtiment, etc., la gestion, ce qu'on appelle la GMAO, gestion de la maintenance et actifs, des actifs. Le LOD, c'est le Level of Details, donc on peut avoir différents types de niveaux de détail qu'on veut modéliser. Est-ce qu'on va jusqu'à modéliser une poignée de porte ou pas? En fait, cette problématique-là, c'est vraiment je dirais, le point de départ de l'implantation d'un projet BIM. Le logiciel, on va le voir, est une réponse à des problématiques. Il faut déjà savoir ce qu'on va pouvoir mettre en place, mais surtout pourquoi est-ce qu'on le met en place. Alors, le BIM, oui, il y a le BIM collaboratif, mais c'est dans une deuxième étape. Il y a d'abord un BIM qui est plutôt interne. Si on prend un architecte, il travaille déjà avec des logiciels, il a des outils existants avec lesquels il fait son activité. Pareil du côté de l'ingénieur. Il y a plusieurs logiciels qui existent, donc le BIM interne, ça va être de pouvoir faire déjà communiquer ces logiciels. Mais il ne faut pas oublier que le logiciel est une réponse à un besoin, un processus, à une méthode de faire qui va permettre d'accélérer certains calculs, par exemple, ou de faire des simulations plus poussées. Mais ça répond bien surtout en fait à des processus. L'ingénieur, lui, va faire des simulations, des calculs, des validations, des choix de matériaux, des préconisations de matériaux. L'architecte, lui, va faire un pre-design. Il va regarder avec son client comment il peut mettre ça en place. Il va essayer de lui proposer plusieurs alternatives de projets. Donc, du pre-design jusqu'au rendu, il y a tout un tas de tâches qu'on peut voir ici qui vont se mettre en application. Donc, c'est ce qu'il faut voir aussi. Quand on parle de BIM de Revit, c'est par rapport à des processus existants, qu'est-ce qui va être impacté positivement, mais peut-être aussi qu'est-ce qu'il va falloir modifier dans les processus qu'on a actuellement dans ces méthodes de travail. Ensuite, si on regarde, toujours pareil, on a vu les outils, les processus, il y a des étapes clés dans un projet. Donc, ces étapes clés, elles vont du début de projet jusqu'à la fin. Et c'est par rapport à ces étapes clés d'un projet et de la mise en place du BIM sur ce projet-là qu'on va pouvoir déjà déterminer jusqu'où est-ce qu'on modélise sur ce projet-là. Ça, c'est l'utilisation de la maquette finale, comme on voit ici, qui va nous, on voit pas ma souris ici, qui va nous driver par rapport à une définition, comme vous voyez, du M, donc modèle, du BIM, et puis la modélisation, donc sur le M du BIM, c'est pareil, en remontant, on va pouvoir définir comment est-ce qu'on modélise, parce qu'on va savoir pourquoi on modélise. Mais c'est souvent dans cette logique-là qu'il faut travailler, qu'il faut définir la mise en place du BIM. Alors ça vaut pour des petits projets. Je vais se faire peut-être un petit tableau de portes et fenêtres. Une modélisation, ça va pouvoir aider, mais c'est pas la peine de modéliser tous les murs, par exemple, du projet. Ou sur des gros projets où il y a de la coordination, etc. Ça ne va que rajouter de la complexité, de l'enrichissement à tous les processus qui sont existants sur le projet. Alors,
En réponse à ces problématiques, à ces enjeux, Autodesk, donc Geomap est bien sûr partenaire des solutions Autodesk. On verra Revit dans quelques minutes. Autodesk a fait une réponse en termes de suite de logiciels, notamment au niveau des Building Design Suite, puisqu'on parle aujourd'hui de projets de conception de bâtiments, où dedans, on va retrouver toute une série d'outils qui vont permettre de répondre à ce qu'on vient de voir. Je remonte rapidement, de l'estimation de coûts, du phasage planification, donc estimation de coûts avec des quantity take-off, phasage et planification, du Navisworks, de l'analyse de site avec par exemple des outils de civil 3D ou de choses comme ça, du Green Building Studio pour tout ce qui est performance de bâtiments ici au niveau de analyse énergétique par exemple. Donc toute cette partie-là, et puis bien sûr au niveau parfois on va quand même retrouver le AutoCAD, donc qui est présent dans ces suites, puisque Revit ne remplace pas complètement AutoCAD, il peut être, c'est une autre manière de travailler en fait. Donc voilà, au niveau de la réponse d'Autodesk, c'est d'avoir toute une série de logiciels dans une seule suite qui va vous permettre en fait de faciliter la mise en place du BIM et de ne pas être bloqué à un certain moment sur certains processus parce qu'on n'a pas les outils. Toujours dans cette logique de BIM interne versus le BIM collaboratif, on va pouvoir regarder déjà comment est-ce qu'on met en place le BIM. Pour ça, il faut monter un plan d'implantation BIM. Ça, c'est propre à chaque entreprise, à chaque entité et parfois même peut-être à chaque projet, même si on peut avoir des guidelines un petit peu plus générales. Donc il y a un document ici qui a été fait par l'Université de Pennsylvanie, que je trouve pas mal intéressant, même s'il est en anglais, mais qui est un Project Execution Planning Guide, donc qui va reprendre tout le cheminement en fait pour mettre en place les processus BIM autour des outils que vous possédez. Donc on va ici définir une infrastructure pour le BIM. Souvent on ne pense pas, mais la partie IT, donc vraiment les bases de données, les serveurs, les choses comme ça, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on sécurise. Il y a les logiciels, mais il y a tout un tas de processus auxquels on ne pense pas forcément. Donc c'est bien ça qu'il faut regarder quand on met en place le BIM. Je vais reprendre mon PowerPoint. Il y a ensuite des fichiers, des réponses un petit peu plus techniques au BIM en fait, comme le format IFC, donc qui est un format de fichier qui se veut de faciliter les communications entre les différents outils, qui est basé sur la norme ISO 10303-21, qui va reprendre en fait comment est-ce qu'on fait évoluer ce fichier, les données autour de cette norme-là. Ça passe par exemple juste par certaines terminologies bien spécifiques qui est reconnue par tous les logiciels qui vont vous permettre de travailler dans cette logique de BIM. Il y a des fichiers comme le GBXML aussi qui est plus orienté vers la performance énergétique des bâtiments et les calculs énergétiques dans les bâtiments qui va servir par exemple de Revit vers Green Building Studio ou vers DO2, Energy Plus, etc. Faut pas oublier aussi que le BIM, quand vous allez vers Revit, tout ça, c'est une gestion et un suivi du changement qui doit se faire avec parfois des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles responsabilités pour les associés, pour les CAD managers ou d'autres personnes aussi, plus des chargés de projet, vers des fonctionnalités, par exemple, de BIM manager au sein des organisations. Et il faut jamais oublier, quand on se lance là-dedans, même quand on l'a déjà mis en place, de toujours prévoir du soutien interne et externe, donc différents niveaux de support en fonction bien sûr de la problématique. Les projets les plus complexes, le soutien interne sera peut-être plus important parce qu'il faut garder une réactivité sur les projets, mais il faut aussi pouvoir d'une part s'appuyer sur des intervenants externes qui vont ponctuellement soit venir faire des mises à niveau, des vérifications, mettre en place des nouvelles versions, etc., qui vont répondre à des problématiques qu'on a pu rencontrer en termes de fonctionnalité sur les projets. Donc on voit bien qu'on parle vraiment d'une gestion de projet avec une problématique, j'en perds ma souris, donc une problématique de ressources, de temps et de budget. Oui, c'est des coûts, oui, ça prend des ressources, oui, c'est du temps. Mais l'idéal, c'est sur ces trois variables, c'est d'essayer pour chaque compagnie aussi, comment dirais-je, aussi
unitaire soit-elle, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des architectes qui sont tout seuls ou des ingénieurs qui sont tout seuls, qui travaillent sur, que des consultants qui travaillent sur Revit, jusqu'à les plus grandes compagnies d'ingénierie américaines avec des milliers de personnes qui travaillent sur ces technologies-là. Il y a un équilibre à trouver en fait. Donc nous, on peut bien sûr vous accompagner dans cette partie-là et puis essayer de trouver le meilleur optimum possible parmi ces trois variables. Un petit exemple ici, donc quand on part une implantation Revit, il y a de la formation et du travail préparatoire, mais ça vient souvent se greffer sur un projet, donc il y a aussi pour vous par exemple des dépôts de plans à faire ou des validations de projets, des détails des devis. Donc c'est pas mal intéressant de pouvoir intégrer toutes les contraintes, pardon, excusez-moi, que vous allez avoir avec le BIM et Revit pour justement pas que ça pénalise le projet et puis voir que ponctuellement ici, quand on est sur une formation de base, oui, la formation de base, on est aussi en même temps en train de préparer les concepts, donc ça peut poser des problèmes de ressources, donc juste à voir comment est-ce qu'on peut solutionner ce problème. Est-ce que c'est décaler la formation? Est-ce que c'est mettre moins d'intervenants chez vous sur cette formation? Parce qu'en plus, ils n'ont pas forcément d'utilité immédiate et d'utilisation prochaine du logiciel. Donc voilà un petit peu la logique moi dont je voulais parler aujourd'hui. Alors, les prochaines actions au niveau de GeoMap, on va continuer dans cette logique de faire des petites capsules comme ça, ciblées sur certains points. Donc forcément aujourd'hui, c'est un peu les étapes clés d'un projet Revit et le démarrage de Revit. On verra par la suite, et le déploiement aussi, comme on vient de le voir peut-être rapidement. Mais ça va être de parler de BIM et de FM, donc pour vos clients, pour les donneurs d'ouvrages, pour les propriétaires immobiliers, quel est l'intérêt du BIM, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment est-ce qu'on va l'optimiser. Une fois que nos équipes de concepteurs travaillent sur les projets BIM, sur Revit, etc., comment moi, en tant que propriétaire, donneur d'ouvrage, je vais pouvoir utiliser, optimiser ces données. On rappelle juste la boucle BIM, ça part de l'architecte et ça va vers le propriétaire. Donc il y aura une capsule qui sera faite là-dessus. La gestion et la connexion des données, des bases de données. On l'a vu par rapport à des oracles que vous avez peut-être chez vous, des serveurs oracles qui ne sont pas aujourd'hui supportés dans Revit par exemple. Comment est-ce qu'on peut quand même faire le lien de données, de coûts que vous pouvez avoir pour faciliter les estimer par exemple. On verra bien sûr les bâtiments éco-énergétiques, comment est-ce qu'on peut faire des conceptions et des simulations anticipées en phase plutôt amont sur les projets. Et puis on fera des points plus spécifiques sur Revit Structure avec tous les add-ons de structure bois, métal, etc. Ainsi que sur Revit MEP pour voir par rapport à l'architecte et l'ingénieur notamment sur le volet de la performance énergétique des bâtiments. Alors là maintenant j'ai devant vous donc l'écran de Revit, architecture bien sûr, et je vais tout de suite commencer. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps pour vous parler de l'interface graphique. Vous allez plutôt le découvrir pendant que je fais le travail. Alors j'ai ici des outils, donc ça c'est le ruban, et cette partie-là c'est la zone de dessin. Donc, dans le ruban, j'ai des outils qui me permettent d'aller dessiner ou plutôt modéliser parce que avec Reta, on va plus modéliser que dessiner. On modélise des éléments 3D. Alors, je viens vers Wall ici, voyez-vous. Ici, vous remarquez une chose, c'est Wall, Window, un certain nombre d'éléments de modélisation, de construction. Donc, je vais prendre tout simplement Wall ici. Je clique sur Wall et puis je vais aller choisir le type Revit vient avec un certain nombre d'éléments qui sont déjà prédéfinis. Moi, je vais aller prendre, par exemple, un Brick on Metal Stud ici, et puis je vais utiliser les outils qu'il me donne pour dessiner. Donc, je vais le faire tout de suite. Je viens là, par exemple, voyez-vous, je dessine comme ça. Je peux dessiner invariablement, indifféremment, pardon, en impérial ou en métrique. Ça n'a aucune espèce d'importance. Regardez, j'ai 30 pieds. Je pourrais lui dire, par exemple, ici, au lieu que ce soit 44 pieds, je peux lui dire, par exemple, de me donner 12 345 millimètres. Et là, il va me donner la bonne distance, même si, donc, je peux travailler, même si je suis en impérial, Revit va me donner accès à l'autre façon de travailler, donc
en métrique. Alors, je viens de dessiner ici, ou bien je viens de modéliser des murs. Je vais regarder tout de suite ce que j'obtiens en 3D, voyez-vous, c'est ça que j'obtiens. Ok. Si je prenais tous mes murs ici, je vais leur dire maintenant, je veux que vous partiez, juste une précision ici, lorsqu'on sur l'élévation sud, on voit tout de suite que nous avons déjà les niveaux qui sont définis, voyez-vous. J'ai le rez-de-chaussée ici, j'ai le sous-sol qui est là, j'ai le haut du mur de fondation qui est là, j'ai le deuxième, le troisième et le toit. Ok. Maintenant, les murs que je viens de dessiner, ils vont du rez-de-chaussée à l'étage. Moi, je souhaiterais que ces murs-là, par exemple, partent du mur de fondation jusqu'au toit. Ben, je vais juste sélectionner ma vue 3D, je sélectionne mes murs ici, et puis je vais aller vers ma base, lui dire que la hauteur, je veux que mes murs de fondation partent du haut de mes, excusez-moi, je veux que mes murs de briques partent du haut de mes murs de fondation, et je veux qu'ils arrivent au niveau du toit. Donc en faisant ça, tous les murs sont. Et si je veux regarder un peu ce que j'obtiens en élévation, je vais trouver qu'effectivement mes murs sont montés. Mais je vais trouver effectivement que mes murs sont montés du au mur de fondation jusqu'au toit. Maintenant, si je voulais faire un petit offset ici, par exemple, je vais dire que je souhaiterais que mes murs partent à partir de 6 pouces de là, par exemple, je pourrais faire, c'est très facile, je n'aurais qu'à prendre mes murs ici, je vais aller voir ici la base, je vais dire 6 pouces. Ok. Donc là, en faisant ça, tous les murs sont montés de 6 pouces. Et si je retourne vers mon élévation, je vais trouver qu'il y a effectivement un 6 pouces de là à là. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour maintenant ajouter mes murs de fondation. Vous allez voir que c'est très rapide. Je vais aller vers mon rez-de-chaussée, puis je vais dessiner donc mon mur de fondation à ce niveau-là. Je viens vers wall, ou plutôt je vais aller vers mon sous-sol. Quand je me mets dans mon sous-sol ici, je vois que je n'ai pas accès à je ne vois pas où sont mes murs du rez-de-chaussée. Je n'ai qu'à aller vers Underlay et puis je lui demander de me donner le rez-de-chaussée. Donc là, je vois mes murs du rez-de-chaussée où ils se trouvent et je vais aller vers ma structure ici, ou bien wall. Je vais choisir un mur de fondation ici. Voyez-vous, je vais choisir un mur de fondation qui est je pourrais demander par exemple à mes murs de fondation de rentrer de moins 6 pouces, moins 0,5 pouces, donc moins un demi-pouce. Et puis, on va mettre ici Finish Face Exterior. En faisant ça, je viens dessiner ici mon mur de fondation. Voyez-vous, je fais ça. Ça va prendre 2 petites minutes là. Et j'ai fini avec mes murs de fondation. Et voilà, j'ai fini donc mon mur de fondation. Là, je vois que mon mur est très petit. Je vais juste le sélectionner. Je mets et je viens vérifier ici. Je veux qu'il parte jusqu'au mur de fondation ici. Et puis, je veux qu'il parte de là à partir de mon sous-sol. Moins 6 pouces. Je fais ça. Et ici, par contre, je dois lui mettre un petit 6 pouces. Voilà. Alors, en faisant ça maintenant, ce qui me reste à faire maintenant sur mon mur de fondation, c'est de lui ajouter un footing. Donc, je vais aller vers structure ici. Je mets wall. Je vais choisir, je vais juste mettre ça. Et là, je viens d'ajouter un footing à mes murs de fondation. Ok. Maintenant, je vais faire un plan. Je vais faire donc un plancher. Je vais sur mon plan du rez-de-chaussée. Et là, je vais demander donc à faire un plancher. Je viens ici, floor, floor. Je clique là-dessus et j'ai mon mur, mon plancher qui vient reposer à la bonne place par rapport à mon mur. Voyez-vous, mon plancher c'est celui-là, mon mur c'est ça. Il vient reposer à la bonne place. Je mets finish et je mets oui ici. Là maintenant, si je vais faire une coupe, si je viens là pour faire une coupe, donc je fais par exemple une coupe de là à là, je vais voir ma coupe ici. Je vois tout de suite que là,
je vois tout de suite que ici, d'abord que le 1/2 pouce que j'avais tantôt, il est vrai, c'est-à-dire que le mur de fondation est rentré d'1/2 pouce par rapport à mon mur de briques. Et là également, on voit tout de suite que mon plancher est allé reposer à la bonne place par rapport à mon mur, voyez-vous? Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que le plywood de mon mur, de mon plancher rentre ici alors que le fini s'arrête devant le gyps. Bien sûr, là, on ne parle pas encore de détails, mais vous comprenez que Revit comprend parfaitement bien la construction. C'est vraiment, il est fait pour quasiment, voyez-vous? Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais retourner vers ma vue et je vais par exemple ajouter une toiture à ce niveau-là. Je viens vers Home, encore une fois, je vais faire Roof, by Footprint, et là, je vais lui demander de me donner le toit. Voyez-vous, je fais ça. Je mets Open View, et là, je suis sur ma vue en toit, et bien sûr, je vais choisir un type de toit ici. Par exemple, on va prendre celui-là, ou n'importe lequel, prenons celui-là, tiens. Et là, on va demander un ring, donc un débord de 12 pouces. Et puis, je vais juste mettre pic. Ouais, je fais ça. Et puis, je mets finish. Je vais voir un peu ce qui me donne 3D. Je vois tout de suite que ma toiture est montée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nos élévations sont toutes justes parce que on a affaire à un seul modèle 3D qui répercute l'information sur toutes les vues. Donc, pendant que moi je fais ma vue 3D, mes élévations sont montées, mes coupes sont montées. Bien sûr, si je vais vers ma coupe ici, je n'ai qu'à cliquer là-dessus, je vais trouver que ma coupe également est montée. Là, bien sûr, il y a un petit truc qu'on pourra faire. Si je voulais, par exemple, faire reposer ma toiture sur mes murs, je n'aurais qu'à faire Align, je clique là-dessus et je fais ça. Vous, et donc, c'est juste un petit jeu d'enfant. Je vais aller retourner vers ma vue 3D et je vois mon élévation, ma vue 3D qui est comme ça. Bien sûr que Revit, c'est pas lui qui commande, hein, c'est vraiment nous qui commandons. Je sélectionne ma toiture, par exemple. Si je ne veux pas avoir de pente ici, je sélectionne ma toiture, je viens vers Edit Footprint, et puis je sélectionne cette ligne, et puis je lui dis je ne veux pas de pente à ce niveau-là. Je mets Finish, et puis je vais prendre mon mur, et puis je l'attache à ma toiture. Voyez-vous? Donc, j'ai fait ma toiture comme ça. Là maintenant, je pourrais éventuellement ajouter, prenons par exemple celle-là, je vais ajouter une petite lucarne ici, je clique là-dessus, je mets Edit Footprint, je viens splitter ça et ça. J'enlève cette pente et puis je vais mettre Slope Arrow, je clique là-dessus, je viens au milieu et je clique là-dessus, Slope Arrow, je clique là-dessus et je viens ici. Voyez-vous, en faisant ça maintenant, je viens de créer une petite lucarne, je clique sur ce mur et puis je lui dis attache vers la toiture. Donc voyez-vous, en un temps très court, on a pu faire les murs de fondation, les semelles, les murs extérieurs, la toiture, le plancher. Maintenant, je vais rentrer dans mon rez-de-chaussée et puis je vais dessiner quelques cloisons intérieures. Je viens toujours dans mon mur ici, wall, et là je vais dessiner donc des cloisons intérieures. Donc je choisis ici d'autres types de cloisons. Et par exemple 4, 7, 8e. Je fais ça par exemple, ça. Ok, je prends un autre type de cloison. Je prends un autre type de cloison, par exemple, on va prendre un 3, un 8e. Bien sûr, je fais un peu n'importe quoi, je dessine vraiment tout ce qui me vient par la tête là. Ok, là maintenant j'ai fait mes cloisons comme ça. Je vais maintenant ajouter quelques portes. Je vais ici, là vous voyez que lorsqu'on demande de faire une porte, Revit nous donne accès à un certain nombre de portes ici. Disons que je vais prendre cette porte comme ça. Single flush, je vais prendre celle-là. Je prends la porte ici, là, ici. Ok, voyez-vous, donc je peux prendre les portes que je veux. Je peux aussi changer de type de porte. Je clique là-dessus. Au lieu de prendre
les portes que je viens de prendre, je pourrais prendre d'autres ici, une double porte par exemple. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour les fenêtres. Ok, donc je fais la même chose pour les fenêtres ici. Je peux également prendre d'autres types de fenêtres. Je prends par exemple une fenêtre ici. Ok, et maintenant cette fenêtre-là, je peux lui faire un array pour l'amener jusqu'ici. Donc je sélectionne cette fenêtre, je mets array, et puis je prends ma fenêtre to last, je clique juste là-dessus, et je ramène ma porte ici. Voyez-vous, je fais ça. Je lui dis par exemple, je veux avoir par exemple, on va dire 10 fenêtres. Là, il va me donner 10 fenêtres. Remarquez une chose, il me signale un conflit entre une fenêtre et une cloison. Voyez-vous, il me laisse faire, mais sauf qu'il me le signale. Ok. Donc, je clique là-dessus. Maintenant, voyons ce que ça me donne en 3D. Là, quand on va vers ma vue 3D, on voit tout de suite que mes fenêtres sont là. Tout ce que j'ai fait en plan, c'est répercuté en 3D. Maintenant, je peux prendre cette fenêtre-là. Je vais mettre Edit Group. Je sélectionne cette fenêtre-là. Je mets Copy to clipboard ici, paste line to selected levels. En faisant ça, je vais prendre le deuxième étage et le troisième par exemple. Je mets OK. Et là, il va copier les fenêtres sur les deux autres étages et je mets Finish. Il va me donner maintenant tout mon panneau donc rempli de fenêtres. Voilà. Là également, il me signale, voyez-vous, il me signale un conflit entre les murs et les fenêtres. Je mets OK. D'accord? Alors, vous remarquez une chose ici, il me signale toujours le 10 pour me dire qu'il y a 10 fenêtres le long en largeur. Je clique là-dessus pour lui dire, par exemple, je souhaiterais en avoir 12. OK? Là maintenant, il va garder la première et il va garder la dernière et il va répartir équitablement le nombre de fenêtres sur mes... Voilà. Donc, ça c'est pour mon rez-de-chaussée. Mes cloisons, mes fenêtres. Maintenant, on va passer aux cotations. On va passer aux cotations. On va aller vers Annotate, Aligned, et là, je clique là-dessus. Je clique là-dessus et j'ai mes cotations. Juste une chose, attendez. Option, il y a un petit quelque chose qui était pas bon. Alors, je clique là-dessus, je mets, voyez-vous, je clique là-dessus, j'ai mes cotations qui sont là. OK? Bien sûr, si je me mettais au quart de pouce, également, on peut travailler à n'importe quelle échelle quand on est sur Revit. On peut travailler au huitième, au centième, au quart de pouce, au cinquantième, sans aucune difficulté. Voilà. Alors, vous avez vu comment j'ai fait pour la cotation, donc ça m'a pris une petite seconde pour faire cette cotation-là. Et si je prenais ce mur, par exemple, pour le tasser dans cette direction, le 3 pieds 7 va changer pour prendre la bonne cotation. Alors maintenant, je vais vous ajouter ici l'outil de calcul de superficie. Donc je viens vers Home, Home ici, Room, Room. Voyez-vous, je mets ici, là et là. Et là. Voilà, mes superficies sont maintenant calculées. Qu'est-ce qui arrive à votre avis si je prenais cette cloison et que je la tasse? La superficie va changer. Voyez-vous, 178, 135, 175, 138, voyez-vous. Si je bouge ça également, tout va changer. Vraiment, on n'a pas prise sur la superficie, c'est vraiment le logiciel qui calcule ça pour nous. OK? Alors donc, on a vu comment est-ce que... là maintenant, je vais aller vous parler du ceiling, du plafond réfléchi. Tout ce qu'on a vu ici, c'était en plan rez-de-chaussée. Là maintenant, on a juste à côté ici un plan rez-de-chaussée, mais qui est relatif au plafond. Donc je clique sur mon rez-de-chaussée ici. J'ai le même plan qui me parle cette fois-ci de plancher, de plafond. Je n'ai qu'à aller vers Ceiling et puis j'ai ici accès à des 2 par 4, des 2 par 6, 2 par 4, des 2 par 2, du gyps également. Prenons par exemple le 2 par 4. Je clique là-dessus, j'ai mon 2 par 4 là.
j'ai mon 2 par 4 ici. Je pourrais prendre un autre 2 par 2 par exemple, là et là. Je pourrais aussi juste sélectionner une ligne ici et puis faire une rotation pour avoir donc mon plan, mon truc qui est comme ça, donc mon plafond qui est comme ça. Si je voulais avoir un trou dans mon plafond, ou bien un plafond sur 2 niveaux, je sélectionne mon plafond, je mets Edit Boundary ici, je dessine un carré, ou un cercle, ou ce que vous voulez, d'accord? Je mets Finish. Ce plafond que vous voyez ici, il est à 8 pieds du sol. Ok, il aurait fallu peut-être que je le mette à 6 pieds ou à 7 pieds, plutôt à 7 pieds ou à 2200. Donc je retourne vers mon plafond. Je peux mettre Select All Instances, voyez-vous, in the entire project. Je sélectionne tout ça et puis je lui dis tu n'es pas à 8 pieds du sol mais tu es plutôt à 7 pieds du sol. Là il va descendre, voyez-vous. Je peux faire la même chose ici ou bien je peux mettre... Oh, ok, je prends ça, ça et je leur dis ici vous êtes à 7 pieds du sol. Voilà. Alors donc là maintenant on a vu on a vu les murs, on a vu les toitures, on a vu les cloisons, on a vu les cotations. Là maintenant, je vais vous ajouter un petit quelque chose très simple, un escalier à l'intérieur, un escalier. Donc là, nous sommes sur la vue en plan. Je vais juste aller vers Stairs. Lorsque je clique sur Stairs ici, tout de suite, il me donne le nombre de contre-marches qu'on va avoir. Tout simplement, lui, il le calcule en fonction de la dimension qu'il y a entre les niveaux et également en tenant compte de maximum riser height ici, qui est donc la hauteur maximale de la contre-marche. Donc je clique là-dessus, je prends mon escalier de là à là par exemple, et puis de là à là, et puis je mets finish. Là maintenant, donc j'ai mon escalier qui va du rez-de-chaussée à l'étage. Je peux bien sûr l'éditer, Edit Sketch. Je peux prendre cette partie-là, la bouger comme je veux. Donc je prends cette partie, je fais Move, ici par exemple, et je mets Finish. OK? Donc maintenant, je vais voir ça en 3D. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, je n'ai pas du tout parlé de couches parce qu'il n'y en a pas dans Revit. Et il y a une façon beaucoup plus intéressante de travailler avec ça. Si je voulais par exemple travailler avec mon escalier tout en étant dans cette vue, je n'ai qu'à sélectionner tout mon projet, je mets Filter, et puis je mets Check None, je lui dis sélectionne-moi les stairs et les railings, donc les escaliers et les mains courantes. Je clique là-dessus, et là je vais avec ces lunettes-là pour leur dire isole-moi cet élément, isoler l'élément. Là maintenant, je me retrouve avec mon escalier qui est comme ça. Je peux zoomer pour travailler dessus. Je peux par exemple venir sélectionner mon escalier et puis lui dire que je ne veux pas de contre-marche. Je viens là pour lui dire je ne veux pas de contre-marche ici. Ok. Maintenant, je prends mon escalier et puis lui dire que je vais non pas du rez-de-chaussée, mais je veux partir du sous-sol à mon rez-de-chaussée et je veux arrêter ça au 3e étage. Regardez ce qui va se passer. Il va me donner un escalier comme ça. Il va multiplier le nombre donc l'escalier à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis si je prenais mon escalier et que je mettais Edit Sketch, j'enlève cette ligne par exemple et je dessine à la place un arc. Donc je dessine un arc ici. Voyez-vous, je fais ça. Et je mets Finish. Là maintenant, l'escalier va se mettre à jour sur tous les niveaux. Et non seulement l'escalier, mais également donc le garde-corps qui se met également de la partie pour se mettre à jour. Voilà, donc j'ai presque fini la première partie. Il me reste juste à vous parler un peu de comment est-ce qu'on va mettre comment est-ce qu'on va mettre les tags sur les cloisons et puis mettre tout ça dans une feuille pour vous montrer un peu la numérotation qu'on va avoir sur les feuilles. Alors, pour taguer tout cela, regardez, imaginez si vous aviez un grand projet pour taguer tout ça, c'est pas évident, ou bien il faut le faire manuellement, mais avec Revit, ça se fait automatiquement, regardez ça. Je viens vers Tag All,
Je lui dis, donne-moi par exemple ce tag ici, on va se créer un petit leader, je mets OK, et voilà, toutes mes cloisons sont taguées. Le mur, ça c'est un mur M4, OK, ça c'est un mur M4 également, ça c'est une cloison C1, ça c'est une cloison C1 également. Là, voyez-vous, je n'ai pas de cloison, je peux juste cliquer là-dessus, je lui dis, ce type de cloison c'est un C2, ou bien c'est un C10. Là maintenant, toutes les cloisons qui sont identiques vont porter le numéro C10. Voyez, toutes les cloisons vont porter le numéro C10. Donc là également, il n'y a pas de risque d'erreur lorsqu'on travaille avec Revit. C'est vraiment lui qui nous aide à gérer tout ça. Alors maintenant, on va mettre tout ça dans une feuille. Je viens ici mettre View. Juste avant ça, si vous le permettez, je vais ajouter une coupe. Voyez-vous, j'ai une coupe ici qui n'a pas de numéro. Je viens ajouter une coupe ici. Là, vous remarquez une chose, j'ai les coupes qui sont ajoutées là, section 1, section 2. J'ajoute une troisième coupe. Je vais avoir section 3 qui est ici, mais aucune des coupes ne porte un numéro. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers ma vue ici. J'ajoute une feuille. Prendre par exemple celle-là. J'ai un cartouche qui est comme ça. Je vais prendre mon plan du rez-de-chaussée ici. Oups. Rez-de-chaussée, il est déjà sur une autre feuille. Je vais prendre le sous-sol. Voyez-vous, j'ai mon sous-sol qui est là. OK? Je peux travailler directement sur mon sous-sol à l'intérieur de la feuille. Voyez-vous, la feuille, elle s'éteint quasiment pour me laisser la liberté de travailler sur ma feuille. Là, on voit tout de suite que nous avons une coupe ici. Je vais ajouter une coupe là. Donc, une deuxième coupe ici et puis une troisième coupe là. J'ai fait ça, mais ça n'a pas... En changeant de vue, c'est parti. Alors maintenant, je mets Deactivate. Donc, je sors de là. J'ajoute une deuxième feuille. Et j'ai presque fini. Là, je vais aller chercher, par exemple, la section 1 ici. Je vais chercher la section 4 ici. OK? Et je peux ajouter une autre feuille pour ajouter la section 5 ici. Maintenant, si on retourne vers notre feuille sur laquelle on a travaillé, d'abord, on voit tout de suite que toutes les feuilles portent un numéro. Toutes les coupes portent un numéro. Et puis, si on va également vers notre plan rez-de-chaussée, on va trouver que toutes nos élévations ici, nos coupes ici, elles portent maintenant des numéros, à l'exception de celles que je n'ai pas positionnées sur les feuilles. Toutes les autres portent des numéros, ce qui est tout à fait normal dans Revit. Revit, donc, il nous enlève une grosse part du travail qu'on faisait avant, parce que toutes les vues sont coordonnées entre elles, quelle que soit la chose qu'on fait. Tout est coordonné, il n'y a pas de faute entre les vues. Et ça ne peut pas exister. Je ne peux pas, par exemple, obliger cette cloison à devenir une C2. La seule façon pour moi d'avoir à modifier ces C10 en C2, c'est de changer quasiment la cloison. Une dernière chose, c'est juste le tableau. Pendant que je faisais tout cela, il y avait un tableau des quantités qui se mettaient en branle. Donc, je peux savoir, par exemple, la quantité des murs, voyez-vous. Pendant que je travaillais, j'ai le tableau quantitatif qui était en train de monter. Donc, je retourne, par exemple, vers mon rez-de-chaussée ici. Je vais mettre Window Tile. J'ai beaucoup de vues qui sont... ok, je vais faire ça. Berge, on a juste une question de Monsieur Chan. Comment calculer la superficie des pièces au centre des murs? Ah, ok. Bah, est-ce que je termine d'abord ça ou... Oui, oui, mais je te dis juste, on a juste une question sur cette partie. Le calcul des superficies, en fait, le calcul des superficies, lorsqu'on travaille en calcul de superficie, on a toujours la possibilité d'aller avec Room Area ici, voyez-vous, Area and Color, c'est là qu'on va calculer, c'est là qu'on va dire à Revit d'aller calculer. Est-ce qu'on calcule la superficie at wall finish, at wall center, at wall core layer, ou bien alors at wall core center. Donc c'est ici que c'est avec cette commande-là qu'on a
ici, ça se passe là. Merci. Okay, ça se passe ici, voilà. Juste une chose, donc je voulais finir ça avec le tableau des quantités. Donc comme je vous l'ai montré, mon tableau ici des quantités des murs par exemple, j'ai un certain nombre de superficies, enfin un certain nombre de cloisons, un certain nombre de murs M1, F4, C10, C1. Tous ces cloisons-là, tous ces murs-là sont quantifiés ici avec éventuellement un tarif unitaire et chaque fois qu'on ajoute quelque chose à notre projet, notre coût quasiment augmente ou diminue en fonction de l'allongement ou bien du rétrécissement des murs et des cloisons. Donc là, regardez, j'ai 11 832 $ par exemple, je retourne vers mon rez-de-chaussée et puis j'efface cette cloison ou j'efface ce mur ou bien je l'efface celle-là, voyez-vous. J'ai effacé une cloison, vous allez trouver que quand je retourne vers mon tableau, je vais trouver que c'est plus 11 800 et quelques, c'est 11 400. Donc, voyez-vous, le tableau des quantitatifs, c'est quelque chose qui se met à jour automatiquement et en direct. Voilà, alors maintenant, j'ai fini un peu très rapidement la partie 1. Je vais passer maintenant à la partie 2, où il va y avoir un peu plus de, disons que ça va être un peu plus corsé, ce qu'on appelle le massing. Donc là, je vais ouvrir le fichier. Format support, base, massing. Alors j'ai ça. Alors, voyez-vous ici, bien sûr, comme je vous l'ai dit en introduction, ça c'est les volumes que j'ai fait en prévision de cette présentation. C'est pas compliqué à faire un volume comme ça. En fait, si je voulais le décortiquer, j'irai vers Edit Family et vous allez juste voir de quoi il retourne. Un volume comme ça, c'est la juxtaposition. C'est la juxtaposition de volume simple. C'est-à-dire que si vous prenez ça, vous mettez tab, voyez-vous, ça c'est un cube. À l'origine, c'est un cube. Celui-là, à l'origine, c'est un cube. Ça, à l'origine, c'est un cube également. En fait, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment la juxtaposition de cubes qu'on tire un peu à gauche et à droite, qu'on torture un peu dans tous les sens et ça nous donne ça. Je ne dis pas bien sûr que c'est la façon de faire, hein. Je vous parle justement juste pour vous dire que avec Revit, on peut passer aisément d'une volumétrie relativement complexe au plan, aux coupes et aux élévations, ce qui n'est pas le cas avec les autres logiciels. Avec SketchUp, par exemple, on peut facilement faire toutes les vues que vous allez voir maintenant. On peut les faire avec des logiciels comme SketchUp, comme FormZ ou autres. Là où ces logiciels-là s'arrêtent, Revit continue. Alors là, voyez-vous, je viens de faire cette vue-là, je l'efface. Oups. Présentation, oui. Alors, je reprends. Donc, je prends ça, je l'efface par exemple. Je prends une autre masse que j'ai préparée en prévision de ce cours-là. Je prends la deuxième volumétrie. Voyez-vous? OK. Je prends la troisième volumétrie. Juste ça. Là, on rentre un peu dans des volumes très complexes. Encore une fois, ces volumes-là, je les ai à peu près, je vous dirais, en 15 minutes. Mais je n'ai pas le temps de les refaire devant vous parce que vous comprenez qu'on est un peu bousculé par le temps. Alors, je reprends le volume 7 par exemple ici. Voyez-vous? C'est des volumes relativement complexes qu'on fait en un quart de en 15 minutes quasiment. Okay. J'ai presque fini pour les volumes. OK. Et voici le dernier. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? C'est très simple. Encore une fois, je vais me répéter un peu.
beaucoup de logiciels sont en mesure de faire, on est en mesure de faire ces formes-là, c'est pas très compliqué à faire, dans beaucoup de logiciels nous permettent de les faire. La seule différence qu'il y a entre Revit et les autres, c'est que Revit va au-delà de cette volumétrie-là. Parce qu'une fois que cette volumétrie, par exemple, est finie, je vais prendre maintenant, excusez-moi, euh, massing. Alors, je reprends ici, juste ça, je vais l'éteindre. Et je prends donc la volumétrie numéro 8, c'est celle-là que je préfère. Donc je prends celle-là. Je prends la volumétrie numéro 11, excusez-moi. C'est celle-là que je préfère. Alors, maintenant que j'ai cette volumétrie comme ça, ok, cette volumétrie maintenant, je vais l'habiller. Je vais l'habiller de telle sorte à ce que les planchers deviennent des planchers, les murs deviennent des murs, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers, je sélectionne cette volumétrie. Et là, je vais lui dire Mass Floor. Voyez-vous, cette commande-là, Mass Floor, elle me permet justement d'aller chercher, des niveaux et après cela des planchers. Voyez-vous, en faisant ça, maintenant je viens subdiviser mon volume en niveaux. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers Massing Insight et puis je lui dis remplace-moi tous les niveaux par des planchers. Donc je clique là-dessus et puis je vais sélectionner tout cela. Je mets Create Floor. Là, bien sûr, il fallait que je choisisse le type de plancher que j'allais mettre. Et là, regardez ce qui va se passer. Donc, je vais me retrouver avec des planchers à tous les niveaux. Voyez-vous ça? En un rien de temps, j'ai fait la volumétrie en 15 minutes à peu près. Et puis là, maintenant, j'ai accédé à tous mes planchers juste avec un seul clic. OK? Maintenant que j'ai fait ça pour mes planchers, je vais faire la même chose pour les murs. OK, je vais juste faire un petit quelque chose ici au préalable, Manage. Et puis, je ne sais pas si je peux le faire ici, wireframe, ouais, on peut le faire comme ça. Alors, je vais maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci pour les murs. Je clique là-dessus, Wall, et là, je vais choisir le type de mur. Non, je vais le faire comme ça. Alors, je vais choisir le type de mur. Donc, je viens ici, je lui dis, donne-moi les verticales, je les veux comme mur. Donc, je clique là-dessus, je lui dis, donne-moi un mur en brick on metal stud, par exemple. Celle-là. Ça va être un mur, voyez-vous. Là, je bâtis. Je peux prendre un autre type de mur, par exemple ici. Je pense ça. OK. Je peux prendre ça également, oui, ou autre. OK. Maintenant, il me reste celle-là à faire également comme ça. OK. Je vais prendre le reste en mur rideau. Par exemple, tout ce qui est arrondi va être en mur rideau. OK. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour boucler la boucle ici? Peut-être que j'ai besoin de mettre un mur ici. Donc, un mur, on va dire brick all metal stud ici. OK. OK. Donc, voyez-vous, maintenant que... Ah oui, il me reste un peu de toute cette partie-là à faire en mur rideau. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est une forme quand même relativement complexe, même si je l'ai fait quasiment en un quart d'heure. Bien sûr, moi j'ai le beau rôle parce que je n'ai aucun problème, je n'ai aucun code à respecter. C'est vraiment, je laisse juste ma souris jouer un peu. Et bien sûr, une fois que j'ai ça, je peux accéder, parce que le plus important maintenant, c'est comment accéder de cette volumétrie-là à mes plans, à mes coupes et à mes élévations. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller élévation ici, vers mes vues. Je lui dis par exemple, je prends un étage, 6e étage par exemple, et puis là, j'ai mon étage qui est comme ça. Je vais mettre un peu de couleur. Et là, je vais faire du nettoyage. Voyez-vous, il y a des choses qui ne devraient pas apparaître. Ces choses-là, par exemple, ne devraient pas apparaître. Donc, je vais aller les éteindre juste en faisant ça. Et puis, donc là, il y a des choses qui vont partir.
Et là, il y a des choses également. Clip, je vais mettre juste un petit ça. En fait, je dois passer par toutes mes vues et les nettoyer comme ça. Voyez-vous, là, j'obtiens un plan lisible. Okay. Je prends au hasard, par exemple, le 10e étage. Je fais la même chose, voyez-vous. Je clique là-dessus, je mets Fine, je mets Constant Color, je vais éteindre ici Underlay, je mets None. Et là, je viens ici pour dire no clip, pour dire ça. Juste en faisant ça et puis en éteignant maintenant la masse, on se retrouve avec un plancher comme ça. Donc, en bout de ligne, on se retrouve avec des niveaux tout bien fait. Voyez-vous ici, c'est vraiment, je suis parti d'un volume très complexe et là j'accède à tous mes murs, tous mes niveaux. Bien sûr, à chaque niveau, je peux mettre mon escalier, je peux mettre mes cloisons. En fait, je pars d'une volumétrie, je descends vers mes vues en plan. Voilà. Alors, juste une dernière chose avant de finir. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si ma volumétrie change? Ben mes murs, mes cloisons, tout cela, mes étages vont changer également. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je clique là-dessus, par exemple, je mets filter, je prends ma masse, ok, et puis disons que je vais l'éditer. J'édite ma masse ici, par exemple. Je clique ma masse, par exemple, et puis disons que je vais prendre ça, ou peut-être... disons que je prends ça pour simplifier les choses et que je le monte. Voyez-vous, donc j'augmente ici ce niveau-là. Ben, si je retourne vers ma masse, je vais trouver que ça a changé et qu'il va falloir que corriger le tir. Donc là, il va agrandir ici. Voyez-vous, il a agrandi ici. Maintenant, je n'ai qu'à prendre mes planchers. Je mets floor et wall. Et puis je mets update to face. Là, ils vont monter. Les murs et les planchers vont monter ensemble pour... Ok, je vais prendre le mur ici. Je prends le ici, je mets update to face. Là, il va monter. Voyez-vous, là, il prend la nouvelle position et c'est tout. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là maintenant, pour rester un peu dans le temps, je vais passer à la troisième partie. La troisième partie, je vais vous parler un peu d'un projet que j'ai fait pour le compte de la firme Smith Vision Architecte. J'ai travaillé avec eux, surtout avec Daniel Smith, sur ce projet-là. C'est un projet d'un centre communautaire. C'est un projet que j'ai fait en Revit, en bonne partie en Revit et puis une partie sur AutoCAD. Alors, ce qu'on a fait sur Revit, tout a été fait sur Revit, excepté les coupes, les détails. Alors, de quoi parle-t-on ici? C'est bien que vous voyez quand même, pour ceux qui n'ont jamais vu, voir un projet fait à 100% sur Revit ou disons à 90% sur Revit. Alors ici, vous voyez toujours toutes les vues, elles sont là. Et là, vous remarquez qu'il y a toutes les bulles des coupes, comme je vous avais mentionné tantôt, qui sont déjà dans les feuilles, donc on voit que ça porte un numéro. Ok. Là, j'aurais dû vous montrer effectivement les vues dans leurs feuilles, voyez-vous. Je peux vous montrer également les élévations. Voyez-vous, qui sont dans les feuilles. Ok. Je peux vous montrer. Ah oui, ce qui est intéressant ici maintenant, comment est-ce que j'ai travaillé avec l'autre technicien qui devait faire les coupes de murs. En fait, moi, ce que je lui ai fait, j'ai donné des coupes de murs faites sur Revit, non finales, ok. Et lui, il a pris, donc je les ai envoyés sur AutoCAD, et mon collègue donc a pris ces coupes de murs là et il me les a renvoyées faites sur Revit, sur AutoCAD.
Donc, c'est exactement les mêmes, et il les a juste habillés. Moi, ça m'a quasiment une demi-journée pour faire les 18 coupes de mur du projet. Et lui, bien sûr, ça lui a pris un peu plus de temps parce que il a mis plus d'informations dans les coupes. On peut rentrer, par exemple, à l'intérieur. On peut rentrer, par exemple, d'ici à l'intérieur. Voyez-vous, je viens là. Ou bien alors, je rentre carrément au rez-de-chaussée. Je vais rentrer au rez-de-chaussée, donc c'est ici le rez-de-chaussée. Et puis je vais prendre quelques photos à l'intérieur. Je peux me promener à l'intérieur. Je vais vers View, caméra, et puis je vais prendre par exemple une photo de là à là. Ça va être une perspective. Voyez-vous, Visible to Graphics. Je vais éteindre tous les fichiers AutoCAD qu'il y a là. Et là, je me retrouve donc avec une photo quasiment. Bien sûr, je peux faire un realistic rendering, mais c'est là, ce qui serait bien, c'est de faire un rendu, mais je ne sais pas si j'ai le temps pour ça. Ça m'étonnerait que j'ai le temps pour ça. Alors, donc là, j'ai fini par vous parler du Revit architecture. Là, on va faire un petit clin d'œil à nos amis en Revit structure pour leur parler un peu de comment est-ce que on travaille, comment devraient travailler les architectes et les ingénieurs sur Revit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller, je vais ouvrir en fait le Revit structure ici. Bien sûr, j'ai déjà préparé, j'ai déjà fait tout le travail préparatoire avant de venir ici parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Donc là, j'ai lié, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié mon fichier 3D ici, mon fichier Revit Architecture, je l'ai lié avec, alors je l'ai lié avec Revit Structure. Voyons. Alors, ça c'est mon Revit Structure, Revit Architecture, pardon. Je l'ai lié avec Revit Structure. Donc là, j'ai cette partie-là qui me parle, où j'ai ouvert Revit Architecture, et à côté, j'ai Revit Structure. Donc, si je clique sur Revit Structure, j'ai ici l'interface graphique de Revit Structure. Et comme vous le notez, c'est quasiment identique à Revit Architecture. Regardez ici, la différence, c'est que dans le Home, vous avez Beam, Wall, colonne, structure, alors que dans Revit Architecture, nous avons dans le Home, nous avons Wall, Window. Voyez-vous, là, c'est ici. Bien sûr, il y a d'autres choses différentes également. Par exemple, un peu le ferraillage ici. Alors, maintenant que j'ai lié Revit Architecture à Revit Structure, je vais par exemple aller sur mon Revit Structure ou bien sur mon Revit Architecture et modifier certaines choses. Alors, je viens ici, je vais vers... ok, je viens là. D'abord, je vais éteindre mon Revit Architecture. Et là, voyez-vous, quand j'envoie le fichier de Revit Architecture sur Revit Structure et Revit Architecture se partagent 5 éléments. Les colonnes, les axes, les niveaux, les planchers et les murs. Ok? Donc, quelle que soit la chose que vous avez dans Revit Architecture, que vous envoyez ça à Revit Structure, l'ingénieur ne pourra voir que ces 5 éléments-là. Et après cela, il faut qu'on se partage ces 5 éléments entre l'architecture et la structure. Une fois que ces 5 éléments-là sont partagés, si en architecture on bouge un de ces éléments-là, on va le voir bouger en structure. Si en structure on bouge un de ces éléments-là, on va le voir en architecture. Alors faisons l'exercice. Donc je prends par exemple ce mur-là. Vous voyez tout de suite avec ce petit, voyez-vous ça? Ces petites choses-là, ces petites icônes, ça veut dire que l'élément est partagé en architecture et en structure. Je clique là-dessus et puis je mets Edit Profile. Je sélectionne par exemple ce mur-là pour le modifier en structure. Ok? Disons que je vais faire des trous ici. Je viens là, je vais faire un trou ici. N'importe quoi, mais je vais faire juste un trou ici. Donc j'apporte une modification en structure au mur que l'architecte m'a envoyé. D'accord? Maintenant que j'ai fait ça,
je vais envoyer, je vais sauvegarder, et puis je vais envoyer ce fichier-là à l'architecte. Ok? Donc, l'architecte, il ouvre le fichier, et puis, l'architecte, il ouvre le fichier, et puis il fait quoi? Il va aller vers Manage Links, et puis il va trouver le fichier de l'ingénieur, il fait Reload. Donc, je recharge le fichier de l'ingénieur, et je mets OK. Là, on voit tout de suite qu'il y a les 3 trous qui sont là. Voyez-vous? OK? Maintenant, on va vers Collaborer. On va aller vers Coordination Review, Select Link. Donc, je sélectionne le fichier que m'a envoyé l'ingénieur. OK? Et puis, j'accepte de modifier ce qu'il me donne ici. Je mets OK. En faisant ça maintenant, le plan de l'architecte s'est mis à jour automatiquement. Voyez-vous? Alors, si je retourne vers la structure, je vais trouver que la structure a modifié ça, il a ajouté des trous ici. L'architecte, lorsque l'ingénieur lui a envoyé les plans, eh ben, ça s'est tout de suite mis à jour chez l'architecte. Bien sûr, si l'architecte modifiait les choses, l'ingénieur les verrait également. Je clique par exemple là-dessus, je prends mon plancher. Voyez-vous, je prends ici mon plancher. Disons que je prends ce plancher-là. Je vais prendre celui-là, le cache. Et puis je prends ce plancher. Ah, j'ai pas pris le bon plancher. Je mets filter, check none, je prends floor. OK? Et ce plancher-là, je vais l'éditer. Donc je mets edit boundary. Et bien par exemple, mettons que je vais faire également ici un trou, bien que je bouge le plancher ou n'importe quoi. Je vais dessiner par exemple à l'intérieur de ce plancher-là un trou, comme ça. Un gros trou qu'on va voir comme ça. Voyez-vous? Maintenant, je vais mettre finish. Donc en architecture, on a modifié le plancher. OK, il est là, on a modifié le plancher. Maintenant, je vais sauvegarder et puis je vais envoyer ce fichier à l'ingénieur qui lui va le recevoir, donc il va recevoir son plancher, il va ouvrir son fichier et puis il va dire manage, manage link ici. Il va prendre le fichier que lui a envoyé l'architecte, il va le reloader. Là, je mets OK. Bien sûr, après, je dois aller vers Collaborate. Là, il ne se passe pas encore grand-chose. Et puis, je vais vers Coordination Review, Select Link. Je sélectionne le link qui est déjà caché. Je sélectionne le link ici, voyez-vous. Et là, je vais prendre le plancher qu'il m'a donné. Juste en faisant ça. Maintenant, je vais trouver que un trou, effectivement, dans le plancher de la structure. Voyez-vous, j'ai fait un trou sur le plancher en architecture et l'ingénieur en structure a eu l'information correctement sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Voilà, donc là maintenant, moi je pense avoir fait le tour en ce qui a été des 4 éléments que je devais vous montrer. Je m'excuse si j'ai été un peu trop bref par moment ou si j'ai été un peu trop rapide. C'est juste que le temps, le stress un peu, puis le temps en fait que je parlais peut-être un peu rapidement. Voilà, moi je pense avoir fini. En fait, je pense pas. J'ai fini ce que je vous ai montré un peu ce que j'avais à vous montrer. Donc là, je reste à la disposition de Richard et à votre disposition pour toutes les questions que vous aimeriez me poser. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée. Donc, merci Abder pour la présentation. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation, les questions et une nouvelle fois votre intérêt pour le BIM et les technologies Revit. Et je vous dis à bientôt.